là, je trouvais qu'il y avait un truc assez un peu important pour nos amis investisseurs. C'était l'histoire GameStop. Alors, faut savoir, GameStop, c'est le numéro un mondial de la vente de jeux vidéo en retail. Donc, le retail, c'est quoi? C'est en physique. C'est-à-dire, voilà, c'est Carrefour, machin et tout. Et c'est des spécialistes. C'est-à-dire, c'est du retail de spécialité. Ils ne vendent que des jeux vidéo ou ce qui tourne autour de l'univers du jeu vidéo. GameStop est une société qui allait très 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 mal. Vraiment très mal. Parce que déjà, le retail de spécialité, c'est quelque chose de très compliqué. Surtout quand vous êtes un peu sur des secteurs de grande consommation comme le jeu vidéo et tout. Et vous avez beaucoup de retailers de spécialité qui ont beaucoup de mal et qui sont morts d'ailleurs. Voilà. Donc GameStop, c'était une société qui avait beaucoup de mal à recréer de la croissance, du cash et tout. Ce qui faisait que c'était une société qui était très vendue. Quand on vend une société à découvert, c'est-à-dire qu'on emprunte des actions pour vendre les titres sur le marché dans l'espérance de pouvoir les racheter moins cher. C'est le principe de la vente à découvert. Donc tous les acteurs vendaient GameStop à découvert. Pourquoi est-ce qu'ils vendaient GameStop à découvert? C'était dans l'idée que de toute façon le retail allait continuer à péricliter, que le switch vers le online ne serait pas assez important pour faire tenir la taille de GameStop et payer les dettes de GameStop, et donc que GameStop finirait par faire faillite. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que GameStop, c'est une action qui a fait quasiment fois 10, un peu plus même, quasiment fois 20, en 3 semaines. Alors pourquoi est-ce qu'une action d'une société qui va aussi mal fait x20 en 3 semaines? Et c'est pas vraiment une action qui cote quelques centimes, mais voilà, c'est une action qui cotait 4 dollars au plus bas et qui remonte là vers les 80 dollars. Alors pourquoi ça? C'est quelque chose de très important à comprendre, je pense, pour les investisseurs. C'est ce qu'on appelle un corner. Et en fait, un corner à la vente, c'est quand en fait vous avez beaucoup de gens qui parient sur la baisse d'un titre tellement qu'ils font un abus de marché. Et en fait, quand vous avez cet abus de marché, ce qui se passe, c'est qu'à la moindre news positive, tout le monde va courir après le papier parce que tout le monde va être contraint de se racheter. Et donc, on va décomposer toute l'histoire de GameStop. Donc, GameStop était une société qui allait très mal, d'accord. En 2000... Je me permets de réagir, je suis en train de regarder le graphe. Je sais pas, je crois que tu l'as mis sur la slide suivante, mais GameStop 1500% en un an. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc pourquoi ça? Alors GameStop, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2009, le fonds Sion a commencé à faire de l'activisme. Alors Sion, c'est le fonds qui a été fondé par Michael Burry. Alors je sais pas si vous le connaissez, mais Michael Burry, c'est assez simple. C'est le mec que vous voyez dans The Big Short et qui short le marché américain de l'immobilier en écoutant du métal. Voilà. Dans le film, celui-là, c'est Michael Burry. Et donc il a son fonds qui s'appelle Sion, qui a commencé à être positif sur GameStop en 2019. Et il a dit à GameStop, il faut que vous rachetiez des titres parce que ça va créer un short squeeze, donc ça va créer une hausse parce que les gens vont être obligés de se racheter. Vous allez pouvoir faire une augmentation de capital et du coup vous aurez tellement de cash avec cette augmentation de capital que vous pourrez au final faire de votre pivot vers le online. Bon, le management l'a pas suivi, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a un graphe. Alors, le graphe là, ça représente le pourcentage d'actions vendues à découvert chez GameStop. Qu'est-ce que vous voyez? C'est que en 2019, d'accord, ça a commencé à monter. Quand Sion est arrivé, c'est redescendu. C'est redescendu assez fortement parce que les gens se sont dit il y a un risque qu'il y ait un short squeeze. Puis la société a continué à descendre assez fortement. Là, l'action ayant tellement descendu, vous avez des gens qui ont commencé à vendre, qui ont commencé à se racheter. Et en fait, pourquoi ils ont commencé à se racheter? Parce que ça correspond plutôt à la période d'octobre. Parce qu'en octobre, Microsoft a annoncé un partenariat avec GameStop qui a permis à l'action de retrouver les 10 dollars. Et en fait, il y a des gens qui sont sortis au niveau de la news, un peu avant la news, en jugeant que, bon, vers 6-7 dollars, c'était une bonne sortie pour quand on avait vendu à découvert à 20 dollars et tout. Et donc, ça a fait baisser le nombre de gens en short. Vous le voyez sur le graphe, de manière, voilà, vous avez un tout petit endroit où ça descend. Et en fait, bah, comme c'est descendu, enfin, comme c'est remonté, pardon, ça a attiré de nouveaux shorts. Mais beaucoup, beaucoup. Et on s'est retrouvé à un tel point que la société se retrouvait plus shortée que ce qu'il y avait de titres dans le capital de la société. C'est-à-dire que le même titre était vendu plusieurs fois à découvert par les acteurs de marché.
Comment c'est C'est-à-dire, possible, ça, Arthur? Enfin, je dois avouer que je connaissais pas ces chiffres, c'est incroyable, quoi. et ben parce qu'en fait, comme chaque acteur dispose de titres, chaque acteur donne des possibilités de vente à d'autres acteurs, et vous vous retrouvez des fois dans des anomalies de marché, comme il y a eu sur GameStop, où vous avez plus de 100% du capital qui est shorté. C'est-à-dire que si tout le monde devait se racheter demain, il pourrait pas mécaniquement parce qu'il n'y a pas assez d'actions. Ça arrive, c'est extrêmement rare, mais c'est extrêmement important à comprendre dans la construction de marché. Ça arrive assez rarement. Des fois, c'est justifié par le fait que les acteurs de marché pensent qu'il va y avoir une telle augmentation de capital qu'ils vont pouvoir se racheter avec les nouveaux titres émis. Faut-il encore que l'augmentation de capital réussisse? Et faut-il encore qu'il n'y ait pas de mouvement à la hausse avant? Parce que le problème, c'est que quand vous avez une vente à découvert, si l'action monte de 10%, il faut que vous donniez du collatéral au broker ou à la banque à qui vous avez emprunté ou pour les titres. Et si vous n'avez pas ce collatéral, vous êtes obligé de vous racheter. Et donc en fait, c'est un système où vous avez très vite un système où il y a des gens qui sont obligés de se racheter. Et le premier se rachète, ça relance, ça fait monter l'action, le deuxième se rachète, le troisième et tout. Voilà. Ouais. Mais, mais chez GameStop, c'est encore un peu plus complexe que ça. Donc on va aller dans le détail vraiment de l'affaire. Alors, voilà, vous avez Sion qui a acheté des titres. Et Sion, durant tout 2020, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour assécher le marché, ils ont été faire du long short. C'est-à-dire qu'ils ont acheté des actions et en même temps, ils ont shorté ces actions à travers un autre mécanisme. Et en fait, en faisant ça, ils créaient ils mettaient des actions dans un fonds, ils le shortaient dans un autre fonds qui était censé être perdant, ce fonds. Et en fait, ils achetaient chez le marché en jouant comme ça. Et ils ont passé tout 2020 à faire ce call et à assécher un peu le marché. Et quand vous asséchez un marché, bah, du coup, forcément, quand des gens ont besoin de se racheter, il y a encore moins de titres disponibles sur le Mhm. marché. Oui, donc c'est l'effet de rareté qui fait que ça grimpe très 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 vite, Et quoi. ça grimpe très très vite et très très fort. Et du coup, à ce moment-là, Sion, il n'avait plus qu'une chose à attendre, c'était une bonne news, même très légère, ça suffisait à faire péter le cours. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord? Donc le 8 octobre, il y a eu la première news positive qui a fait péter le cours et qui a fait remonter le cours et donc a permis aux acteurs de reshorter le titre et d'arriver au-delà des 100% du capital shorté. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le 11 janvier, GameStop a publié les ventes de Noël. Comme Microsoft et Sony ont donné beaucoup de consoles à GameStop cette année, ils ont vendu beaucoup de consoles et ils ont pu afficher des ventes à magasin comparé en hausse de 4,8%. C'est un magasin comparé, c'est-à-dire on soustrait tous les magasins qu'on est en train de fermer ou qu'on va fermer. On ne garde que le périmètre de la société qui nous intéresse pour les années à venir, donc c'est les magasins qu'on garde. Un peu de la Et triche, hein. c'est un peu de la triche, mais voilà, vous avez un magasin comparé. Après, même un magasin pas comparé, il baisse que de 3,1, alors qu'ils sont habitués à baisser de beaucoup plus. Clairement. Ils ont eu les premiers revenus du contrat avec Microsoft qu'ils avaient passé et qui a permis à leur segment digital d'exploser littéralement. Donc le segment digital, il fait, je me souviens plus, alors c'est dit, il fait plus 309% le digital, c'est à Noël. Et il fait plus 309%. Alors moi j'ai assisté au call qui a suivi. C'est pas que le site de vente en ligne. Non, non, non. C'est aussi les premiers revenus de Microsoft et ils sont très surpris de la vitesse à laquelle les gens ont acheté des jeux ou ont acheté des choses à travers les nouvelles Xbox et du coup à travers lesquelles ils ont touché les premiers royalties. Et donc cette très bonne news qui permet donc à GameStop d'envisager l'avenir un peu plus sereinement, même si l'entreprise est pas sauvée, ben c'est ce qui a permis l'explosion sans limite. Et donc l'explosion sans limite, c'est comme vous l'a dit Edern là, c'est 1500% en 3 jours. Et pourquoi ça? C'est une simple construction de marché. Est-ce que GameStop mérite le prix qu'elle a actuellement? Absolument pas. C'est-à-dire GameStop est surévalué. Mais l'action pourrait aller peut-être à 100$, voire 120$. Ça dépend de jusqu'à quand les gens sont obligés de se racheter. Et ça, en fait, c'est très important de le comprendre parce qu'il faut toujours comprendre quand vous vendez une action, vous prenez un risque extrêmement important si cette action est très vendue. C'est pas Et du tout comme acheter une action. Arthur, elle a touché 160 aujourd'hui, hein. Ouais, voilà.
C'est ça. Elle était à 4 dollars en janvier et elle a touché 160. C'est vous dire la force du mouvement. Et en fait, ce qui s'est passé en plus, c'est que du coup, en fait, quand vous êtes des vendeurs à découvert, vous êtes mal vus par les Robin Hood traders, comme les appellerait, comment ça s'appelle, comme les appellerait De La Marche ou Béchade. Et en fait, ben, ces acteurs de marché, les Robin Hood traders, ils font ni plus ni moins que ce que font les hedge. C'est-à-dire, ils ont vu que les hedge étaient chargés en vente de GameStop, donc ils se sont dit, si on achète des titres, on assèche encore plus le marché avec Sion, et du coup, les hedge funds vont être obligés de se racheter à tout prix. Et là, en fait, vous avez même plus de capacité de stop. La limite, c'est le ciel. C'est que tant qu'il y a des gens qui doivent se racheter et qui sont contraints de se racheter, ben, ils sont obligés de se racheter. Et voilà. Et vous avez des acteurs, des fonds, moi je l'ai vu dans les news, vous avez des hedge funds qui perdent des centaines de millions de dollars sur leur position GameStop parce qu'ils étaient à la vente et maintenant ils n'arrivent pas à trouver des gens pour racheter ces titres et ils sont contraints par leur banque et par leur teneur de compte de racheter ces titres. C'est-à-dire même s'ils voulaient attendre en disant dans 6 mois ça vaudra moins, la réglementation et leur niveau de cash et leur niveau de perte latente les oblige à racheter les actions. Et ça, c'est excessivement important à comprendre. Et ce qui est excessivement important à comprendre, c'est surtout comment est-ce que ce corner a été créé. Pour éviter qu'un jour, ça vous arrive d'être dans ce corner. Alors après, il y a des gens qui essayent de profiter des corners. Alors, le problème de profiter des corners, c'est qu'en fait, pour avoir les données du nombre en temps réel d'actions disponibles sur le marché, du nombre d'actions shortées et tout, c'est des données qu'en fait, vous ne trouvez pas publiquement généralement, et que vous trouvez que après coup. Et donc, généralement, les seuls qui peuvent organiser des shorts comme ça massivement à l'avance, c'est des fonds très spécialisés parce qu'il faut recouper beaucoup de données. Et voilà, Michael Burry, c'est un professionnel des mathématiques. Et en fait, il a modélisé les ventes qu'il y a eu chez GameStop. Il a vu comment ça allait se passer et comment ça allait être survendu. Et du coup, il en a tiré profit. Et ça, vraiment, c'est très impressionnant. Ça arrive très rarement. En Europe, vous avez eu le cas aussi avec Porsche et Volkswagen quand ils ont fait la bataille boursière, qui a fait que l'action s'est envolée. Les gens se sont mis à vendre à découvert, mais comme c'était une bataille boursière et que la famille Porsche avait aucune volonté de s'arrêter, même si l'action était trop chère, parce que le but c'est le contrôle d'un empire, et ben ils ont continué à acheter des titres, et les gens ont été contraints de se racheter, et ça explose. Bon bah vous avez la même chose. Sur Hertz, c'est un peu le même principe. Vous aviez beaucoup de gens qui étaient en vente à découvert. Vous avez des Robin Hood traders qui sont arrivés. Ça a enclenché une obligation de rachat pour ces gens-là. Et voilà, c'est pour ça que dès que vous êtes sur ce qu'on appelle communément des daubes, il faut faire très attention quand vous vendez à découvert une daube. C'est ne pas prendre le marché dans la tête. S'il y a des gens qui viennent justement parce que vous êtes vendeur, au-delà de vraiment la vision de la société, ils vont venir s'attaquer à vous. C'est une partie d'échec en temps réel et c'est l'acheteur contre le vendeur. Et des fois, voilà, la société elle a peu d'importance. On vient juste se combattre et c'est celui qui aura le plus de capacité et le plus d'intelligence. Donc il ne faut pas croire que parce qu'une entreprise est en mauvaise santé, elle va forcément faire faillite et il faut forcément la vendre. Au même titre qu'il ne faut pas croire qu'une société, parce qu'elle est en bonne santé, là, on est vraiment dans un phénomène strictement boursier, j'ai envie de te dire. Il y a quelqu'un là sur le chat qui demande est-ce qu'on peut parler de la même chose pour Tesla? Oui, c'est un peu la même chose, mais Tesla a jamais été shorté de manière au-delà de 100% de son capital. Oui, Mais c'est ça. D'ailleurs, je crois que c'est sur ton graphe précédent. Grosso modo, il y avait quoi, 30%, 35% oui, 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 de. oui, oui, C'est oui, quand même des oui. chiffres très, très importants. Oui, oui, mais c'est dans le graphe, c'est dans le graphe, alors c'est dans le graphe juste là, donc c'est des chiffres importants, mais vous n'avez pas du tout, c'est très rare d'avoir une société qui est extrêmement shortée. Une grosse société, ça n'arrive quasiment jamais, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand vous êtes sur des grosses sociétés, généralement, quand les gens achètent des options, le vendeur de ces options est toujours couvert. Donc quand vous shortez un titre, généralement, l'acteur bancaire va se couvrir de votre short ou il va mettre en place des procédures de couverture. Le problème, c'est qu'en fait, quand vous êtes dans des sous-marchés avec des entreprises très peu valorisées, des fois, le teneur de compte va pas forcément se protéger. Il va pas prendre le collatéral au cas où vous fassiez faillite. Et à ce moment-là, effectivement, la construction de marché fait qu'il peut y avoir vraiment des corners très 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 importants. Dans les principaux indices, ça arrive très rarement. Il faut vraiment aller dans des boîtes qui sont des PME en difficulté ou des ETI en difficulté pour avoir ce système de corner.
Voilà. Mm. C'est très rare que ça existe dans les grosses boîtes. Tesla, c'est arrivé 2-3 fois dans le temps de Tesla, mais dans le temps de Tesla, vous avez autre chose. C'est comme en fait, vous avez des acteurs qui sont des ETF. Vous avez toujours un flux acheteur, et le vendeur sait qu'il y aura toujours un flux acheteur et un flux vendeur. C'est le flux des ETF. Plus Tesla est inclus dans les ETF, plus à chaque fois qu'il y a des acheteurs d'ETF, ça fait monter le titre. Et plus vous avez à avoir d'acheteurs. Et après, vous avez tous les gens qui détiennent des ETF et qui vont mettre leur titre à la vente sur le marché parallèle, c'est-à-dire vendre des puts ou des calls sur leur titre pour faire un peu plus d'argent ou ce genre de choses. Ça, c'est toute une construction de marché qui est très importante de comprendre pour comprendre pourquoi est-ce que c'est risqué ou pas de ne pas investir dans un titre ou d'investir dans un titre. Voilà, je voulais vous l'expliquer, c'était une construction de marché.